Bonjour à tous, hein, c'est le live quotidien, 19 h heure française, 18 h heure algérienne. Donc je vous ai préparé trois petites choses encore aujourd'hui. Un échange que j'ai eu sous le texte Guérir à Oran de deux personnes qui se reconnaîtront peut-être, parce que de temps en temps, enfin du moins l'une d'elles se retrouve sur le live. Ensuite, Monsieur Maurice El Medioni, mais je vais surtout évoquer un peu le quartier juif, et puis je vais survoler, parce que c'est quand même pas mon truc, la musique, je suis pas très fort là-dedans, mais je vais essayer au moins de donner quelques petits noms, quelques petits repères autour de personnes qui sont super connues. Et pour finir, ça, c'est-à-dire Montréal, le Québec, un nouveau vol qui est mis en place, et ça m'a rappelé certaines choses, donc je vous parlerai juste après. Alors, on attaque avec un échange entre deux dames sous mon article Guérir à Oran. Et je vous le lis. Alors, premier commentaire, elle écrit: Je ne l'avais pas encore lu ce texte, Paul. Il est très simple, très beau. Il dit le fait que sans racines trouvées ou retrouvées, on est flottant pour toujours. Je vais l'envoyer à mes enfants, des fois qu'ils aient une verrue plantaire à guérir. Alors dessous, il y a quelqu'un d'autre qui répond: Tes enfants ne sont pas tout à fait dans le même cas de figure. Ils sont comme les miens, ils ont déjà un pied enraciné en France, reste l'autre. Elle répond: C'est vrai, mais un pied plus court ou plus long que l'autre, car posé sur une sensibilité plus au sud qu'au nord, ou vice-versa, ne facilite pas une marche harmonieuse. En fait, c'est moi qui suis flottante et ça ne les a sans doute pas aidés. Et dessous, une petite réponse: Que tu flottes, je le savais, petit rire. Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas pour me déplaire. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Ça n'a pas forcément de mauvaises répercussions au bout du compte. Alors, je trouve cet échange merveilleux parce que je pense qu'il y a énormément de choses dedans, hein, dans le sens où déjà, il dit le fait que sans racines trouvées ou retrouvées, on est flottant. Alors, je pense qu'elle a dû écouter deux ou trois petits lives dans lesquels je raconte que je suis flottant, moi, ça c'est clair, entre la Méditerranée, enfin au-dessus de la Méditerranée, entre la France et l'Algérie, parce que j'ai pas vraiment de racines, hein. Donc je flotte un petit peu, donc elle doit se reconnaître un petit peu dans ce terme-là. Et elle dit: Je vais l'envoyer à mes enfants. Et ça, je trouve que c'est évidemment. Alors, je ne vais jamais cesser de le répéter, hein. Tous ceux qui me suivent depuis longtemps, ils doivent penser que je radote. Mais enfin, je radote aussi pour les nouveaux qui voient ça pour la première fois. Des fois qu'ils aient une verrue plantaire à grandir, ils sont comme les miens, tac, 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 je vais l'envoyer à mes enfants. Des fois qu'ils aient une verrue plantaire à guérir, en effet, parce que des fois on a des petits soucis comme ça et on ne sait pas d'où est-ce qu'ils arrivent. Alors elle répond dessous: Tes enfants ne sont pas tout à fait dans le même cas de figure. Ils sont comme les miens, ils ont déjà un pied enraciné en France, reste l'autre. Salut Dominique, salut Chantal. Donc, tes enfants ne sont pas dans le même cas de figure. C'est-à-dire que bien souvent, et ça aussi c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé, et pourtant c'est quelque chose qui est assez important, il y a des enfants de pieds noirs, et ça doit être une grande majorité à vrai dire je pense, qui ont un parent français métropolitain et un parent pied noir. Et je me suis rendu compte, parce que j'en ai pas mal discuté avec d'autres personnes quand même, que ces enfants-là, ils étaient quand même mieux enracinés en France que les enfants comme moi, qui arrivent de deux parents qui eux-mêmes sont pieds noirs et qui ont donc vécu tous les deux la guerre, qui ont vécu tous les deux l'exode, etc., etc. Mais je me suis rendu compte que bien souvent, les enfants qui sont nés de deux parents, dont l'un est français métropolitain, s'en sortent mieux, si je puis dire, hein. S'en sortent mieux, c'est un bien grand mot, tout le monde s'en sort à peu près correctement, mais s'en sortent mieux, probablement parce qu'ils ont un attachement, ils ont au moins un point d'ancrage qui est le parent de France métropolitaine. Et ça, je trouve que c'est un point qui est pas négligeable. Il faut le surveiller assez souvent parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une différence entre les deux, hein. Et ensuite, la première réponse: c'est vrai, mais un pied plus court ou plus long que l'autre, hein, car posé sur une sensibilité plus au sud qu'au nord, ou vice-versa, ne facilite pas une marche harmonieuse. Alors ça, c'est quelque chose que je ne connais pas spécialement, puisque moi, c'est entièrement côté pied noir, mais c'est vrai que les enfants qui ont une partie française métropolitaine et une partie pied noir, hein, je ne sais pas très bien comment ils fonctionnent. Selon elle, ça facilite pas une marche harmonieuse, donc ça doit être un petit peu bancal entre la France et l'Algérie. Et elle dit, en fait, c'est moi qui suis flottante, c'est-à-dire la pied noire qui se retrouvait déracinée. Et elle finit, et ça ne les a sans doute pas aidés à eux. C'est-à-dire qu'elle, elle soit flottante, ça ne les a peut-être pas aidés à eux,
qui sont bancales entre la France et l'Algérie. Bon, enfin, il y a énormément de choses et je ne suis pas forcément capable de tout démêler là-dedans, mais c'est une problématique qui n'est pas négligeable, celle des enfants. Salut Veneg, celle des enfants qui sont là avec un parent français métropolitain et un parent français pied noir. Je pense que c'est bancal et que la mère dit qu'elle-même se sent flottante et que ça les a peut-être pas aidés, eux, à s'enraciner. Et ensuite, dernière petite chose, que tu flottes, je le savais, ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas pour me déplaire. Mais c'est pas pour me déplaire moi non plus, parce que je me suis rendu compte aussi en discutant avec pas mal d'enfants, finalement, c'est que ce côté flottant, comme moi finalement, bah, ça donne des personnes qui sont un peu atypiques et qui font des choses des fois étranges. Bah, j'allais dire, je suis l'exemple ici, je m'amuse à faire un live, ce qui est sûrement étrange du point de vue de pas mal de monde. Mais je me suis rendu compte que oui, ça donnait des gens qui étaient un peu déconnectés parfois, mais qui du coup se retrouvaient à faire des choses un petit peu à part. Et mine de rien, bah, c'est pas plus mal parce que ça sort un peu du moule. Donc j'aime bien cet échange de messages parce que je le trouve finalement assez positif. Et puis, bon, il appuie quand même sur le fait que il y a deux types, au moins, on va dire ça, au moins deux types d'enfants de pieds noirs. C'est qu'il y a les pieds noirs, les enfants comme moi qui dérivent directement de deux parents pieds noirs et que c'est pas forcément la même problématique que les enfants qui dérivent de un parent pied noir et un parent français métropolitain. Donc voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. J'attaque le sujet compliqué. J'espère que je vais arriver à le traiter à peu près correctement parce que je ne suis pas du tout musicien. C'est par exemple, alors Dominique me dit, oui, c'est aussi une richesse dans la façon de voir la vie. Bon, c'est ce que je pense personnellement, moi aussi. Je pense que le fait d'être flottant permet aussi de ne pas être trop ancré dans je ne sais pas comment dire, dans des routines et des manières de fonctionner qu'on connaît. On est un petit peu déconnecté et ça permet quand même de faire des choses un petit peu hors normes des fois. Moi, j'ai souvent croisé des enfants de pieds noirs qui, en fin de compte, étaient finalement assez riches parce que ils étaient bizarres. Et comme ils étaient bizarres, ils faisaient des choses bizarres. Et comme moi, j'aime bien les gens qui font des choses bizarres, ça a souvent collé. J'aimais bien. Donc, ouais, je trouve qu'il y a une certaine richesse à ça. Mais en même temps, bon, il y a derrière quand même aussi du déséquilibre, du flottant. C'est pas toujours évident d'arriver à saisir les deux ensemble. Donc, on revient à ça. Ça, c'est Maurice El Medioni. Alors, je ne vais peut-être pas commencer par lui, mais lui, il est né dans le quartier juif, à Oran. Et je vous ai mis cet après-midi une chanson de lui qui est super connue, qui s'appelle Oran, Oran. C'est vrai, j'aurais dû prendre les paroles. Là, j'ai pas pensé à prendre les paroles parce qu'il décrit, tout le classique d'Oran, Santa Cruz, le quartier juif, Mdina Jdida, c'est-à-dire Ville Nouvelle, le quartier qu'on appelait avant 62 Village Nègre. Et c'était un nom officiel, c'était pas un surnom ou n'importe quoi, c'était vraiment le nom officiel. Donc, quartier juif, je vais essayer de revenir un tout petit peu d'abord dans ce quartier juif. Il faut arriver à savoir où est-ce qu'il est situé. Il est tout près de la place d'Armes. La place d'Armes, c'est vraiment la place centrale d'Oran. Et il est situé au sud. Alors, c'est pas évident, il faut que j'arrive à me le remettre en tête. Il est situé au sud-ouest un petit peu. Là, il est coincé en pente dans le vieux ravin de Ras El Ain, sur la rive est. Et alors, il faut savoir quand même que ce vieux quartier juif, il a été fondé à l'arrivée des Ottomans en 1792. Il faut se rappeler, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, mais bon, c'est pas grave, vous allez finir par le garder. Il y a un repère qui est assez fondamental, c'est 1790, parce qu'il y a un gros tremblement de terre à Oran, et que du coup, les Espagnols qui étaient là vont partir, et qu'à la place, en 1792, 2 ans après le tremblement de terre, il y a les Ottomans qui vont arriver jusqu'en 1831. Et alors les Ottomans, ils arrivent, et leur problème, c'est qu'il n'y a plus grand monde à Oran. Et eux-mêmes, ils ne vont pas pouvoir s'installer en bas, ils vont aller s'installer en haut, au niveau de Rosalcazar. Et ils vont devoir quand même songer un peu à repeupler la ville parce qu'il n'y a plus grand monde. Et pour la repeupler, ils vont faire appel aux juifs de l'Oranie et ils vont les attirer dans ce quartier-là. Alors j'avais un document là-bas que j'ai oublié de prendre où on voit un acte de vente du B. Salut Marie-Christine, où on voit un acte de vente du B de l'époque. Qui vend donc un terrain là à 3 juifs. Et en fait, ils vont énormément faire grandir Oran avec ces juifs là qui vont faire venir. Donc voilà, ça c'est la naissance du quartier juif. Et ensuite, ça va pas mal se développer. Salut, oui, oui. Ah, je vais avoir besoin de toi aujourd'hui et je vais même parler de toi parce que je suis allé retrouver un article que tu avais écrit
Donc tu vas peut-être pouvoir m'aider. Un article que tu avais écrit sur les médas, les médahat. Je ne sais pas si tu te rappelles. Alors je ne suis pas un grand spécialiste, donc j'espère que tu pourras m'aider un peu. Je vais essayer de donner quelques petites infos là-dessus. Mais là, j'étais juste en train de faire un tout petit rappel de ce quartier juif. Et ça m'a rappelé aussi un message que j'avais reçu. Un message que j'avais reçu d'un vieux bonhomme du quartier juif qui m'écrit un jour: Cher monsieur, vous me demandez plus. Alors je ne sais plus trop comment c'est venu, peut-être que j'avais laissé un commentaire quelque part. Avant tout, je dois vous dire qu'au quartier où j'ai vécu toute ma jeunesse, je suis né à Oran, rue de la Révolution. Alors il faut se rappeler que le quartier juif, c'est 4 ou 5 rues qui sont rue de Vienne. Alors là, c'est vraiment tout en haut, ça part de la place d'Armes, rue de la Révolution, rue d'Austerlitz, rue de Wagram, rue de l'Aqueduc et rue des Jardins tout en bas, ça se situe là-dedans. Hein. Et lui, il habite rue de la Révolution tout en haut. Je crois que la rue de la Révolution, c'est elle qu'on appelle la rue des Juifs. J'arrive jamais à me rappeler si c'est la rue de la Révolution ou la rue d'Austerlitz, mais je crois bien que c'est la rue de la Révolution. Je suis né à Oran, rue de la Révolution, en 1932. Je ne suis plus très jeune, mais mes souvenirs, je les cultive. Alors à l'époque, au quartier juif, qu'on appelle le Derbe, nos parents parlaient le judéo-arabe. Rapolion, c'était le nom de la rue de la Révolution pour nos parents. C'est pour dire, hein, Rapolion, c'est quelque chose qui existe dans la tête des gens au début du XXe siècle. Et la rue de la Révolution, ça n'existe pas encore. Hein. Enfin, ils ont ça dans la tête. Si vous n'étiez pas proche ou familier du quartier, évidemment, je comprends. Le quartier juif vivait spécifiquement, c'est-à-dire de manière spécifique en fait, hein, car les commerçants et tous dans le quartier vivions au rythme, coutumes et traditions juives. Je ne sais pas dans quel quartier vous avez grandi, moi, mais vous aussi deviez avoir vos coutumes. Voilà, cher monsieur, si cela vous satisfait, j'en suis ravi. Mais avant de terminer, pour la rue de la Révolution, Rapolion vient du nom de Napoléon déformé. Et l'histoire de cette rue est, je crois, que Napoléon est passé par là. Alors ça m'avait complètement perturbé cette histoire, parce que j'avais jamais entendu la rue Rapolion, qui était l'ancien, enfin qui était le nom qu'on donnait à la rue de la Révolution. Et alors j'en avais profité pour envoyer un message à Edgar Attias, qui écrit pas mal de bouquins sur Oran, et il m'avait dit: ce monsieur a raison. La rue de la Révolution s'appelait antérieurement rue Napoléon, que les anciens, dans leur langage judéo-arabe, prononçaient Rapolion. Et il a tiré ça du gros livre de l'espèce, que je dois avoir par là, sur Oran. Je note également, même page, en note 2, rue de Naples, rue de Fleurus, de Milan, de Ratisbonne, de Zurich, de Wagram, de Suez, de Léoben. Toutes ces dénominations, comme beaucoup d'autres de la vieille ville, évoquaient les souvenirs encore vivants chez les militaires des guerres de la Révolution et de l'Empire. C'est le 7 décembre 1870 que, par arrêté municipal, la rue Napoléon devient la rue de la Révolution. Donc il y a quand même, il faut se rappeler que ce quartier est juif, parce que ça aussi c'est quelque chose d'étonnant, c'est tous ces noms-là, c'est des noms qui sont liés à Napoléon, hein. C'est-à-dire rue de la Révolution, rue d'Austerlitz, rue de Wagram, on se retrouve avec des noms qui tournent autour de Napoléon. Ça m'avait perturbé aussi, je m'étais dit comment ça se fait que ça tourne autour de Napoléon. Ben en fait, c'est les anciens militaires, on va dire à la création d'Oran, entre 1830 et 1870, qui ont donné toutes ces rues-là à des noms qui sont liés à Napoléon. Donc la rue de la Révolution, qui est probablement la rue des Juifs, je pense, celle qu'on appelait comme ça, c'était la rue Rapolion. Tout le monde l'appelait ça Rapolion, c'est-à-dire Napoléon déformé. Bon, alors, qu'est-ce qui se passait dans ce quartier juif? Dans ce quartier juif, je crois qu'hier je vous ai mis, pour vous faire sentir un petit peu la Posada Española, pour vous montrer la Posada Española, ou alors c'était plutôt pour les patios de la marine, une vidéo qui est tirée en fait d'un documentaire sur les origines du rail, qui est passé sur Arte, mais moi je ne l'ai jamais vu, et j'en ai vu qu'un tout petit bout sur YouTube. Il y a le petit bout que je vous ai passé là, mais ce petit bout là, normalement c'est un documentaire qui fait 1 heure. Salut Patricia, bienvenue, bon retour. Donc c'est un petit documentaire qui est consacré au rail et qui est super bien. Il y a plein d'images d'archives et on a dans ce documentaire quelques informations, notamment sur le quartier juif. Alors je vous donne le début de ce qui est dit dans ce commentaire. Au cœur du Derbe, je rappelle que c'est le quartier juif d'Oran, les apéros-concerts font fureur. Dans son établissement de la rue de la Révolution, donc c'est la première rue qui est en haut, hein, Saoud Lorané, lui c'est quelqu'un de très important manifestement, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent ici. Saoud Lorané, également chef d'orchestre, reçoit la fine fleur des artistes du pays et les grandes signatures de la musique judéo-arabe. Les fines fleurs de la musique judéo-arabe, il y en a pas mal qui doivent connaître, c'est Renette Loranaise par exemple, qui
si je me rappelle bien, je l'ai noté quelque part, s'appelait Sultana Daoud. Et en fait, hein, il va la repérer, il va la faire chanter dans son cabaret, et c'est lui qui va lui donner le surnom de Rainette l'Oranaise. J'en avais fait un article, et parce qu'il y avait une vidéo qui tournait sur YouTube où on la voit avec Salut Bashkim, où on la voit avec un musicien qui s'appelle Mustapha Skandrami, hein, si je me rappelle bien quand même, et où on voit les deux qui sont en train de se titiller, et c'est un truc super drôle. Il faut savoir que Renate Loranès, quand même, elle est aveugle, hein. Et bon, elle chante super bien, elle joue super bien de tous les instruments, je pense, de toute façon. Et alors, Maurice Emedioni, qui est là aussi, il a aussi été pianiste. C'est Saoud Loranais qui, dans son café de la rue de la Révolution, l'a mise en place, hein. Et puis, donc, ils mettent aussi Lili Labassi. Lili Labassi, il faut juste savoir un truc qui n'est pas négligeable quand même, c'est que c'est le père de Robert Castel, hein, celui qu'on connaît un petit peu, enfin je sais pas trop si les jeunes générations, mais j'ai pas trop de jeunes générations ici, donc ça va. Robert Castel, qui lui était d'Alger, en fait son père c'était Lili Labassi, hein, qui était un grand musicien aussi, et qui était d'Alger, mais enfin, dans ce café de Saoud Loranais, il venait pour jouer, hein. Blond Blond, Lili Boniche, l'Algérois, bon, etc. Et Blaoui Wari aussi, je pense, etc., etc. Tout ça, c'est des grands noms. Moi, je ne vais pas rentrer dedans parce que je suis vraiment pas un grand spécialiste. Vous êtes toujours en Algérie? Je ne suis pas toujours en Algérie, non, non. Je suis surtout à Bordeaux. Cela dit, je vais à Oran, normalement, au mois de juillet, si tout se passe bien. Et il continue, dans ce commentaire, le melting pot musical oranais est définitivement en route. Et alors, il y a un point qui est important, c'est l'importance du débarquement des Américains en 1942 dans l'évolution de la musique qu'il y a là. Parce que Saoud Loranais, son café, c'est quand même... Ouais, ça coupe, mais ça revient. Donc bon, Saoud Loranais, c'est quand même très important dans les années 30. D'ailleurs, il y a Angèle Maraval, Maurice Médionnet est le neveu de Saoud Médioni. Ouais, je sais, je vais en parler un petit peu après, parce qu'il lui est arrivé des malheurs quand même à Saoud Médioni, hein. Mais j'avais lu aussi que Saoud Médioni, hein, donc, il allait jouer souvent avec son orchestre dans des soirées qui étaient organisées par Angèle Maraval, qui était quand même une sommité dans Oran, et qui organisait des soirées et dans lesquelles elle invitait Saoud Loranais à jouer de la musique avec ses musiciens et tout ça, hein. Donc il y a un gros melting pot, le melting pot musical oranais est définitivement en route. Le débarquement des Américains en 1942 galvanise les musiciens, le jazz, le rythme des Caraïbes, le swing s'intègrent parfaitement dans le paysage musical oranais. Le phonographe et les TSF entrent peu à peu dans les maisons et ça favorise la diffusion de ce qui se fait de mieux à Oran. Et à la fin des années 40, au début des années 50, les orchestres de renom sillonnent toute l'Algérie. Ça, c'est le commentaire toujours, hein. Il est très important parce qu'il permet de comprendre quand même pas mal de choses. Sur les routes, il y a plein de groupes comme ça et de chanteurs qui vont se connaître et qui vont atterrir pour beaucoup chez Saoud Loranais. Alors Saoud Loranais, quand même, il faut savoir qu'il a mal terminé sa vie parce qu'il s'est fait rafler avec son fils. Je rappelle quand même, c'est des juifs d'Algérie, tout ça, hein. Et voilà, ça coupe. Ben, j'espère que ça revient, parce que moi je suis à 11 spectateurs, quand même 12 même, donc ça veut dire qu'il y a des gens, hein. Saoud Loranais, 13 même. Saoud Loranais, il faut se rappeler, donc c'était un juif d'Algérie forcément, et qu'il s'est fait rafler à Marseille avec son fils en mars 1943, et qu'il s'est retrouvé gazé dans un camp nazi à Sobibor, qui est, je crois, il me semble bien, en Pologne. Donc, et alors, le neveu de ce Saoud Loranais qui a été fondamental dans l'histoire de la musique judéo-arabe à Oran, là, parce qu'il a vraiment, avec son café, fait découvrir plein de monde. Son neveu, c'est lui, c'est Maurice El Medioni. J'avais mis une petite photo, ça c'est Renette Loranaise avec ses lunettes noires, parce qu'elle est aveugle en fait. Maurice El Medioni, qui est là, lui est super important aussi. Alors j'avais une petite bio là, je sais pas trop si je vais arriver à me la retrouver ici. Il est né le 18 octobre 28 à Oran. C'est un pianiste qui est vraiment très doué, mais lui c'est un autodidacte, hein. Il a tout appris tout seul, hein. Et petit à petit, il a intégré les Américains, la musique américaine qui est arrivée, et il a joué. Très jeune, il apprend le piano tout seul, en autodidacte, à l'âge de 9 ans, sur un piano désaccordé, acheté par son frère Opus. Bon, c'est pour dire quand même que c'est pas trop mal. Et ensuite, en 42, les troupes américaines s'installent à Oran et le jeune Maurice, âgé de 14 ans à l'époque, découvre au contact des GI le jazz, le boogie-woogie et la musique portoricaine.
Dans sa ville natale, dans les années 50, il commence par façonner progressivement les nouveaux sons du rail. Donc ça veut dire que dans cette époque-là, on est en train de fabriquer, en fin de compte, le rail. Et le rail, pour les puristes, hein, c'est le vrai rail, c'est celui-ci. C'est-à-dire que le rail des années 80, mais moi je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je ne vais pas porter de jugement, mais enfin j'ai entendu plein de gens ne pas être super contents du rail des années 80 et le considérer pas aussi bien que l'ancien. Mais j'allais dire, c'est toujours pareil, quand il arrive quelque chose de nouveau, on considère que c'est moins bien que ce qu'il y avait avant, donc bon, c'est probablement ça. Mais enfin, il y a une vidéo notamment où on voit Khaled qui reprend et qui fait un duo, je crois, enfin je ne veux plus dire de bêtises, donc je ne vais pas dire. Le rail vient d'Oran, ouais, le rail vient d'Oran, tout à fait. Dans sa ville natale, hein, en 1961, Maurice El Médioni quitte l'Algérie pour émigrer en Israël, où il y séjournera quelques temps avant de s'installer en France, à Paris, puis à Marseille. Et alors, ce qu'il faut savoir quand même, en 2006, vous avez peut-être vu un film documentaire sur El Gusto. El Gusto, c'est un groupe qu'une personne a essayé de reconstituer en réunissant toutes les personnes qui faisaient la musique judéo-arabe, notamment à Oran, mais pas que à Oran, évidemment, à Alger aussi. Mais enfin, Oran était un cœur très important. Et pour essayer de rassembler le maximum de ces personnes de cette époque-là, pour en faire un groupe et essayer de rejouer de la musique. Il y avait eu un très très beau documentaire qui s'appelait El Gusto là-dessus. Donc en 2006, à l'âge de 78 ans, Maurice El Médioni publie son 4e album enregistré à New York avec le groupe cubain de Roberto Rodriguez, un percussionniste cubain de New York, qui dit de lui: Maurice El Médioni est un vrai original. Dans sa musique, on entend de tout. De la liturgie juive au rail, des romances espagnoles à la salsa, jusqu'au jitterbug et au jazz. La musique est aussi riche et exquise que celle des grands musiciens originaires de Cuba. En écoutant sa musique, la connexion entre arabe et séfarade... Salut Annie, j'ai parlé de toi un petit peu au début, tu regarderas. Il y a la présence forte des rythmes africains et de belles et romantiques mélodies comme une chanson cubaine. Et alors ensuite, à l'occasion de l'année de l'Algérie en France, Khaled créa la surprise en organisant la rencontre entre Maurice et Blaoui Wari, qui ne se sont pas vus depuis 1962. Maurice a accompagné au piano le duo Blaoui-Khaled dans la chanson fétiche Hamama, je ne sais pas trop le dire, mais je vous conseille d'aller le voir, c'est un H apostrophe M-A-M-A, c'est juste magnifique. Récemment, on a vu Maurice rejoindre l'orchestre El Gusto. C'est cet orchestre qui a été reconstitué à partir des anciens de la musique judéo-arabe, à Oran notamment, et à Alger aussi, dans les années 40-50, on va dire ça. Et alors, je vais rajouter une dernière petite chose, parce que j'avais eu un souvenir, et j'ai réussi à me le retrouver sans trop de problème, parce que je me l'étais noté quand même, l'article qu'a fait Oui Oui dans le journal de l'Oranais, il y a, je sais pas, il y a peut-être un an ou deux, sur les Medahat. Les Medahat. Il y a un H, je ne sais pas le prononcer, les Medahat. Les Medahat sont un orchestre de femmes composé de 3 à 4 musiciennes. Donc on sort un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir, parce que ça, c'est vraiment des choses que je ne connaissais pas du tout. Et une Medaha, chef d'orchestre, qui chante et joue de la tbila. Les autres instruments utilisés sont El Galal, El Bendir, El Tchek-Tchek. La prononciation, il faudra me pardonner. Elles se produisent devant un auditoire exclusivement féminin, lors des fêtes familiales, comme les cérémonies de mariage ou de baptême, Sadan, Ena, Madar, Tara. Elles ont leur propre répertoire, un ensemble de chants édifiants, d'où leur nom, et un répertoire profane plus léger. À Oran, avant l'indépendance, il y avait de nombreux groupes. On peut dire sans exagérer que chaque quartier avait son ensemble de Medahat, et notamment il y en avait un dans le quartier juif, qui semble être le plus ancien. Le plus ancien groupe était celui de Souibria Daïd Ben Sidi Belkacem, qui habitait la rue de Wagram. La rue de Wagram, c'est donc une rue du quartier juif. À Agbet Zabek Ouderbe, cet ensemble était sollicité par les anciennes familles oranaises pour sa connaissance du répertoire religieux. Donc il y avait aussi les Medahat à côté de cette musique judéo-arabe qui jouait, c'était que des femmes dans des orchestres, enfin dans des fêtes familiales, religieuses bien souvent. Et alors il dit que Mdina Jdida, il y en avait aussi pas mal, donc Ville Nouvelle c'est pareil, et à Sidi El Ouari aussi, il y avait le groupe de Fatouma, Magui et tout ça. Donc je trouvais ça très bien. Alors voilà, j'ai fait
Un rapide passage, vous essayerez de retenir des noms et d'aller filer à droite, à gauche, parce que moi je ne vais pas vous faire écouter des extraits, puis m'amuser à chanter, parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit en termes de musique, mais je vais essayer de vous donner quelques petits noms pour que vous ayez des repères dans ce quartier juif qui était vraiment très important au niveau musical. Bon, dernier point. Dernier point, c'est ça. Toc toc toc. Je lis transport. Air France lance le vol Montréal-Oran via Paris. C'est quelque chose qui ne m'a pas surpris là, mais en revanche, je dois dire que j'ai pas tout de suite, me suis pas tout de suite rendu compte qu'il y avait une communauté algérienne très forte dans le Québec, enfin au Québec plus exactement. Et je m'en suis rendu compte, je sais pas, il y a peut-être un an ou deux, quand j'ai commencé à m'intéresser à certaines choses, et notamment à la crise arabo-berbère, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de monde, des berbères, qui étaient installés là-bas et qui faisaient qui écrivaient des trucs super intéressants. Bon, et alors je vais juste lire un petit échange que j'avais eu moi en message d'une personne qui est responsable de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Et c'était quand j'avais publié mon article Guérir à Oran. Et là, il m'écrit: sans attendre votre autorisation, nous avons partagé votre témoignage sur votre séjour à Oran. Alors évidemment, il ne faut pas attendre mon autorisation, il faut partager. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, vous partagez mon article, ça me permettra d'avoir des retours. Alors je lui dis, pas besoin d'autorisation, c'est très gentil, merci beaucoup. Et il me dit: merci, nous resterons en contact via Facebook. Et dites-vous qu'au Québec, vous avez de nouveaux et anciens amis. Il faut aussi savoir que beaucoup de Français, dont les parents sont nés en Algérie, en Tunisie et au Maroc, font partie de notre association ici au Québec. Et dans l'article ici, si je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est dans cet article ou dans un autre que j'ai lu, mais enfin, il y a du monde, du genre, il y a 100 000 personnes, c'est ça, environ 100 000 personnes. La compagnie française s'attaque directement à la clientèle en provenance du Canada d'Air Algérie, qui est composée principalement d'Algériens vivant dans ce pays, environ 100 000 personnes. 100 000 personnes d'origine algérienne qui vivent au Québec. Bon, c'est pas négligeable, et c'est ce qu'il me dit ici. Alors je lui dis, je le sais, mais de ce côté-là, j'ai vraiment aucun contact, et c'est vrai que pour moi, j'ai strictement aucun contact avec le Québec, mis à part donc cette personne et son association. Vous êtes le premier, et il me dit: tout a un commencement, comme le disent les Québécois, bienvenue, et en américaine, welcome. Donc voilà, si jamais vous connaissez quelques personnes qui sont au Québec, vous n'hésitez pas à leur faire coucou et à leur montrer mes vidéos, parce que j'aimerais bien avoir du contact avec le Québec. J'en ai pas du tout. Je connais juste cette personne-là, et il y a quand même une communauté qui est très forte là-bas. 100 000 Algériens, enfin 100 000 en tout cas personnes d'origine maghrébine, on va dire. C'est quand même pas négligeable, et ils en installent un vol. Il y avait déjà un vol d'Air Algérie, et maintenant il y a un vol d'Air France qui vient faire la concurrence à Air Algérie, ce qui n'est pas négligeable. J'attends avec impatience un vol Bordeaux-Oran. Malheureusement, je crois qu'il n'y a que moi à Bordeaux, ou presque, donc on est obligé d'aller à Toulouse, qui fait le lien entre tous ceux qui arrivent de l'Est et de l'Ouest, et voilà, donc c'est Toulouse, mais c'est pas Bordeaux. Mais au Québec, il y a du monde. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris des petites choses sur le quartier juif, sur la musique. Sur la musique, c'est très dur, mais bon, je vous ai donné des noms. J'espère que vous allez filer sur YouTube pour taper tous ces noms. Je vous conseille d'aller taper en premier Renette Loranaise, pour aller voir cette femme qui est exceptionnelle, qui arrive d'Alger, qui est aveugle et qui est pas mal du tout. Maïté, écran noir. Tac, tac. Bon, ben écran noir. De toute façon, écran noir, c'est la fin. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Et je vous dis à demain, même heure, 19h heure française, 18h algérienne. Ciao.